Bonjour à vous, moi c'est Gabrielle et moi c'est Sophia. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet explosif. On va décortiquer une analyse qui parle d'une véritable guerre mondiale, mais une guerre invisible, celle pour le contrôle de l'or. Alors, pour bien commencer, accrochez-vous. L'analyse qu'on décrypte aujourd'hui démarre avec une question qui fait un peu froid dans le dos. Et si toute notre richesse, tout ce qu'on pense avoir construit, n'était qu'une illusion? Exactement. Et pour répondre à cette question, l'analyse commence par s'attaquer à un véritable mythe. Vous savez, cette idée qu'on nous martèle tous les jours, la prospérité sans fin des marchés boursiers. Eh bien, on va voir que la réalité est peut-être un peu différente. Alors, regardez ça. À première vue, l'histoire est belle, c'est même un conte de fées économique. Le Dow Jones, 1000 points en 1966. Aujourd'hui, on frôle les 47 500. C'est multiplié par 47. Ça, c'est l'histoire officielle qu'on nous raconte sur la création de richesses. Ça en jette, non? Oui, mais c'est justement là que tout bascule. L'analyse propose de changer de lunettes, d'oublier le dollar un instant et de mesurer la valeur avec de l'or. Le seul truc qui a gardé sa valeur à travers les âges, finalement. Et là, le conte de fées se transforme. En 1966, il fallait 28,5 onces d'or pour s'offrir le Dow Jones. Et en 2025, à peine 11,2. Le monde à l'envers. Le verdict est brutal. En valeur réelle, mesurée en or, la bourse américaine n'a pas gagné de valeur. Au contraire, elle a perdu 60% de sa valeur depuis les années 60. 60%. Et c'est ce chiffre, ce crash silencieux, que l'analyse identifie comme le déclencheur, le point de départ d'une guerre mondiale souterraine pour le contrôle des vraies richesses, les actifs physiques. Waouh, c'est énorme comme constat. Du coup, ça amène une question logique. Si la richesse papier s'évapore comme ça, est-ce que ça veut dire que les États, en coulisses, se jettent sur tout ce qui est réel, physique, tout ce qu'on peut extraire du sol? C'est exactement ça. L'analyse met en lumière deux stratégies radicalement opposées. D'un côté, vous avez l'Arabie Saoudite. C'est carré, c'est stratégique, on annonce 11 millions de tonnes de minerais, c'est une pièce de plus dans leur grand projet Vision 2030. Logique. Et de l'autre, l'Ouganda. Et là, on a une annonce qui, semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Une seconde, 320 000 tonnes d'or? Mais c'est complètement dingue. L'analyse le souligne bien, ça représenterait 150% de tout l'or que l'humanité a sorti de terre depuis le début. C'est juste impossible. Comment est-ce qu'on peut annoncer un truc pareil, Gabriel? C'est quoi le but? Eh bien, l'analyse explore deux hypothèses. La première, c'est la boulette. Une simple erreur de communication, on a confondu onces et tonnes, ça arrive. La deuxième, beaucoup plus machiavélique, c'est le coup de poker géopolitique. On annonce un chiffre énorme pour attirer les investisseurs, et devinez quoi? Ça a marché. Que le chiffre soit vrai ou faux, la Chine a immédiatement posé 200 millions de dollars sur la table pour une raffinerie. Ce qui les intéresse, ce n'est pas le chiffre annoncé, c'est de mettre le pied sur le terrain et de contrôler les ressources physiques. Et attention, cette fièvre de l'or physique, cette course aux actifs réels, elle ne se limite pas aux mines en Afrique. Non, non, elle se joue aussi juste à côté de chez nous, au cœur même de l'Europe. Et là, ça prend la forme d'une bataille politique, et croyez-moi, les enjeux sont colossaux. Voilà, voici la phrase qui a tout déclenché. Un amendement déposé par le gouvernement italien, et c'est écrit noir sur blanc, l'or de la Banque d'Italie appartient à l'État, donc au peuple italien. C'est une bombe. L'analyse le dit bien, c'est une affirmation radicale de souveraineté. C'est dire « cet or est à nous et à personne d'autre ». Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. On a un choc frontal entre deux visions du monde. D'un côté, la légitimité démocratique, le gouvernement italien qui a été élu dit « l'or c'est le trésor du peuple ». Et de l'autre, la légitimité technocratique, la Banque centrale européenne à Francfort qui rétorque « attention, vous ne pouvez pas faire ça, ça viole les traités européens sur l'indépendance des banques centrales ». La question qui en découle est immense. Au final, à qui appartiennent vraiment les 452 tonnes d'or italiennes? D'accord, donc on a l'Italie qui joue la carte de la souveraineté, qui veut réaffirmer son contrôle physique et légal sur son or. Mais ce que l'analyse montre, et c'est fascinant, c'est que la France, juste à côté, fait exactement le contraire. C'est ça, Gabriel, raconte-nous. Absolument, la France choisit la voie de la financiarisation. L'analyse retrace les étapes, tout part d'une initiative de Sylvie Goulard, à l'époque à la Banque de France. L'idée? Moderniser la gestion de l'or. Et comment? En signant un partenariat stratégique avec un géant américain, JP Morgan. Le but affiché est de faire de Paris une place centrale pour le marché de l'or en offrant des produits financiers sophistiqués. En gros, au lieu de dormir dans les coffres, l'or est prêté, il travaille pour générer des rendements. Seulement voilà, cette stratégie ne plaît pas à tout le monde, loin de là. Pour ses détracteurs, c'est une folie.
L'économiste Bernard Monod a eu une phrase choc pour qualifier ce partenariat, une image qui est restée « c'est le loup dans la bergerie ». Et pour bien comprendre pourquoi il parle de loup, il faut savoir que JP Morgan a un passif assez lourd. La banque a été condamnée à une amende record, presque $1 milliard en 2020, pour une pratique de manipulation de marché appelée le spoofing. En 2 mots, ça consiste à passer des ordres d'achat ou de vente énormes, sans jamais avoir l'intention de les exécuter, juste pour faire bouger les prix dans le sens qui vous arrange. Et ils ont fait ça spécifiquement sur le marché de l'or et des métaux précieux. Alors, si on prend un peu de recul, l'illusion de la bourse, la course aux mines en Afrique, la bataille politique en Italie, la stratégie financière en France. Quand on met toutes ces pièces du puzzle ensemble, l'analyse révèle une image d'ensemble. On assiste à une fracture stratégique majeure à l'échelle mondiale. Ce tableau, c'est un peu l'échiquier mondial de l'or. Il résume parfaitement la situation. D'un côté, vous avez les Américains, qui cherchent à tout prix à maintenir la domination du dollar et des marchés papier. De l'autre, la Chine, qui, elle, amasse du métal physique sans relâche. Et au milieu de tout ça, il y a l'Europe, complètement tiraillée, avec l'Italie qui tire d'un côté et la France qui tire de l'autre. Une véritable division. C'est donc ça la conclusion de l'analyse ? Il y a une division fondamentale qui est en train de se créer. D'un côté, les nations qui disent « notre or et notre assurance vie, notre garantie ultime, on le garde au chaud ». Et de l'autre, celles qui le voient comme un simple outil financier, un actif qu'on peut prêter et risquer pour générer des profits. Et ce duel à distance entre l'Italie et la France, c'est finalement bien plus qu'une anecdote. C'est un test grandeur nature pour l'avenir de l'Europe entière. Et l'analyse nous laisse avec cette question finale. Une question qui est à la fois simple et vertigineuse et qui résume absolument tout. Dans un monde où la valeur papier semble s'évaporer, qu'est-ce qui pèse le plus lourd au final ? La promesse d'un banquier ou un simple lingot d'or ? Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de la guerre de l'or avec nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, on a hâte de lire vos réactions. Et bien sûr, si ça vous a plu, le petit pouce bleu et l'abonnement, ça nous aide énormément. À très bientôt sur Confluence.